Vous connaissez la chanson, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris culturels du mois de septembre, donc tout ce que j'ai préféré lire, écouter, voir, tout ça. On va commencer tout de suite avec les livres comme d'habitude. Le premier livre que j'ai aimé en septembre, c'est Opium de Jean Cocteau, que j'ai lu en lecture commune avec ma sœur. Donc Opium, en fait, c'est le journal de désintoxication de Cocteau qui se désintoxique de l'opium, ça paraît évident. Et en fait, c'est une édition où on a aussi tous les dessins qu'il faisait dans son carnet. C'est pas mon journal d'écrivain préféré, il y a des passages que je trouvais pas forcément intéressants, en tout cas pour moi, mais il y a des passages sur l'écriture qui sont vraiment hyper beaux. Et évidemment, des descriptions en fait de l'addiction et des effets de l'addiction sur le corps. Sur le style, il dit quelque chose que je vais vous lire. Il écrit « Je ne condamne pas la musique verbale et tout ce qu'elle entraîne de dissonance, de dureté, de douceur nouvelle. Mais une plastique de l'âme, cela me sollicite beaucoup plus. Opposer une géométrie vivante au charme décoratif des phrases, avoir du style et non un style. Exposer nos fantômes au jet d'une fontaine pétrifiante, ne pas apprendre à fignoler des objets ingénieux, mais à pétrifier au passage n'importe quoi d'informe qui sort de nous, rendre volumineux des concepts. » Je trouve ça vraiment hyper beau et c'est une lecture que je vous conseille si vous aimez les journaux d'écrivains. Moi, c'est quelque chose que vraiment j'adore. C'est un livre qui se lit très vite et c'est un journal, donc ça peut se lire aussi par petits bouts. J'avais jamais lu Cocteau avant, donc je suis heureusement surprise. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, c'est un journal de désintoxication, donc ça parle de la difficulté en fait à se sevrer d'une drogue et des effets de cette drogue, des effets du sevrage, de ce que ça fait de vivre sans en fait et de tout ce que ça change pour lui dans sa manière d'appréhender la vie. C'est pas le seul journal d'écrivain dont je vais parler aujourd'hui, même si l'autre sera pas vraiment un vrai journal, mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là et je vous le recommande de toute façon. Si je fais des favoris, c'est que je vous recommande un peu tout ce dont je parle. Le deuxième livre que j'ai lu, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Jeanne de La Vaudère. C'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse, donc j'ai pas de livre physique à vous montrer, mais c'est Sappho dompteuse de Jeanne de La Vaudère. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Jeanne de La Vaudère, donc je vais pas revenir dessus, je vous ai expliqué un peu pourquoi je l'adorais, ce que j'aimais, de quoi ça parlait grossièrement. Donc c'est un livre qui parle de Sappho, qui est une dompteuse de fauves dans un cirque et qui va rencontrer Christian qui a parié en fait sur le fait qu'elle allait se faire dévorer par sa panthère. C'est pas totalement une histoire d'amour, ce serait plutôt une histoire d'obsession je pense. J'ai beaucoup aimé, je vous l'ai recommandé, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Jeanne de La Vaudère si vous ne connaissez pas cette autrice et si vous voulez que je vous parle un peu plus de ce roman en particulier. Ensuite j'ai lu, toujours dans l'anthologie Roman fin de siècle de Guy Ducré, sur lequel je vais faire une vidéo, donc encore une fois je vais pas trop m'étaler sur le livre là dont je vais vous parler, mais j'ai lu Albert de Louis Dumur, qui est un roman de 1890, et c'est un livre dans lequel on suit le personnage d'Albert qui en fait rate un peu tout dans sa vie et passe son temps à se confronter en fait à des désillusions. Donc il part avec plein d'idéaux sur la vie et sur le monde et sur l'amour, et au fur et à mesure des chapitres il se rend compte que la vraie vie c'est pas vraiment ça. C'est un roman qui est vraiment très drôle, très cynique, et c'est pour l'instant je pense mon préféré de ce recueil là. C'est vraiment très très drôle et c'est en fait un peu l'apothéose de la décadence tournée en dérision déjà en 1890, alors que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était dans la décadence, mais voilà, c'est vraiment presque une parodie du roman décadent, et en même temps ça épouse aussi ce qu'est le roman décadent. On a des chapitres qui tournent en parodie en fait plein de mouvements différents, le naturalisme, l'idéalisme, donc le symbolisme, et on est toujours dans cette opposition en fait entre idéalisme et réalisme qui était celle de la fin du 19e siècle et dont Jean Bertheroy avait déjà parlé dans Le Mime Bathil, qui est le premier roman de cette anthologie dont j'ai parlé dans mes favoris d'août, je pense. Ensuite, j'ai beaucoup de livres favoris ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu Mon cœur mis à nu de Baudelaire. Mon cœur mis à nu, c'est une espèce de recueil de fragments. Apparemment, ça aurait été pour un projet de livre qu'il a jamais vraiment écrit, mais du coup, c'est vraiment une succession en fait de fragments, d'idées,
plus ou moins développée. Alors c'est Baudelaire, donc on a un petit problème de misogynie souvent. Voilà, c'est pas fou, mais c'est vraiment le seul défaut en fait de ce livre. J'ai vraiment adoré, j'ai noté tellement d'extraits et de citations. J'ai vraiment une page entière en fait de citations qui viennent de mon cœur mis à nu. Je vais vous lire mes préférés parce que c'est la meilleure manière de vous donner envie de lire le livre, je pense. À un moment donné, il écrit « J'ai trouvé la définition du beau, de mon beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du beau. » J'adore. Je n'ai pas encore connu le plaisir d'un plan réalisé. Puissance de l'idée fixe, puissance de l'espérance. L'habitude d'accomplir le devoir chasse la peur. Il faut vouloir rêver et savoir rêver. Évocation de l'inspiration, art magique, se mettre tout de suite à écrire, je raisonne trop. Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. J'adore. À la fin, dans la dernière partie un peu de Mon cœur mis à nu, c'est vraiment Baudelaire qui essaie de se motiver à écrire et je trouve ça fou de le voir avoir du mal à écrire et douter en fait de la qualité de son écriture quand on sait que c'est un des auteurs les plus importants du 19e siècle. Sois toujours poète, même en prose. Grand style. Entre parenthèses, rien de plus beau que le lieu commun. Commence d'abord, et puis sers-toi de la logique et de l'analyse. N'importe quelle hypothèse veut sa conclusion. Trouve la frénésie journalière. C'est trop beau, voilà. C'est un de mes livres préférés que j'ai lu ce mois-ci. C'était vraiment trop génial et j'adore Baudelaire de toute façon et il écrit divinement bien et j'ai adoré en fait cette forme de fragment. Encore une fois, j'adore les écrivains qui parlent d'écriture, c'est ce que je préfère, je pense. Il n'y a rien qui vous donne plus envie d'écrire que lire des écrivains qui parlent d'écriture. Donc voilà, j'ai lu Mon cœur mis à nu. Et enfin, j'ai lu Tout Ubu d'Alfred Jarry. Pour la petite histoire, je pense que j'ai acheté ce livre parce que j'ai reconnu ce personnage, parce qu'en fait c'est le Joker, oui, c'est le Joker dans le jeu de cartes créé par les surréalistes. Je vous mettrai une image ici, je l'avais vu à une exposition à Marseille. Et du coup, les surréalistes donc avaient créé un jeu de cartes. Et en fait, ça, c'est le bonhomme qu'il y a sur la carte Joker. Donc je l'ai acheté en reconnaissant et je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait c'est un dessin d'Alfred Jarry qui dessine le personnage de Ubu. Et le personnage de Ubu, c'est le personnage principal de plusieurs pièces d'Alfred Jarry qui sont réunies là-dedans. Alors, j'ai noté toutes les pièces du recueil. Il y en a deux, en fait c'est deux pièces majeures et ensuite c'est beaucoup de fanservice. En fait c'est tout ce qui est en rapport avec Ubu, mais c'est pas passionnant en soi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les deux pièces principales, donc vraiment la duologie dramatique d'Alfred Jarry. D'abord, il y a Ubu Roi. Ubu Roi, c'est une parodie de Macbeth. C'est hyper intelligent, c'est grotesque, c'est hyper drôle. Vraiment, c'est très très drôle. C'est un comique un peu rabelaisien. Ça montre aussi tout le comique en fait qui est sous-jacent aux pièces tragiques parce que pour créer du tragique, en fait, il y a forcément des situations créées de toutes pièces pour être tragiques et il y a toujours une possibilité de comique dans la scène tragique et c'est ça que Alfred Jarry montre dans Ubu Roi. Ça montre évidemment, forcément c'est le sujet de Macbeth, donc c'est ce que ça montre aussi Ubu Roi, la fragilité en fait de tout système politique et le fait qu'un rien peut faire s'effondrer un système politique et la facilité aussi avec laquelle on peut devenir ivre de pouvoir, donc la quête du pouvoir et le fait que ça nous rend en fait rapidement grotesque comme Ubu, qui est genre le meilleur design de personnage que j'ai vu de ma vie. Ensuite il y a des pièces qui sont, en fait il y a Ubu Cocu, où Ubu, le père Ubu se fait tromper par la mère Ubu, mais c'est une pièce un peu plus... ça fait pas partie de la duologie principale et c'est pas la meilleure pièce du monde. Il y avait aussi tous les almanachs du père Ubu, donc en fait Alfred Jarry avait créé des espèces de magazines, de journaux qui étaient centrés autour du père Ubu. Et donc il y a plein de trucs, il y a la météorologie selon le père Ubu, il y a des horoscopes un peu drôles, mais
Enfin, c'est pas très réjouissant à lire quand vous lisez en fait ça d'une traite. Je suis sûre que c'était très drôle quand ça sortait à l'époque, mais là, c'était un peu too much. Mais par contre, j'ai adoré la deuxième pièce, Ubu enchaîné. Ubu enchaîné, en fait, ça joue sur la dialectique du maître et de l'esclave, et je trouve que c'est une pièce qui est très genétienne avant Genet. On est vraiment dans les renversements à la Genet qu'on a dans Le Balcon ou dans Les Bonnes, le fait que c'est très facile et presque immédiat de renverser la dynamique de pouvoir, de passer du dominant au dominé et inversement, et que d'une certaine manière, en étant le dominé, vous avez un moyen de récupérer le pouvoir même si vous ne le voulez pas. C'est encore une fois un comique qui est très rabelaisien, avec des jeux sur l'onomastique qui sont vraiment très... Enfin, je sais pas, très rabelaisiens. Il y a un personnage qui s'appelle Pisdou. Voilà. La dernière pièce du recueil, c'est Ubu sur la butte, et en fait c'est juste une version raccourcie du Bureau, donc c'était pas très intéressant. J'ai pas vraiment lu ça de façon concentrée, enfin j'ai passé les pages quoi. Donc c'est une collection en fait qui est vraiment très exhaustive, vous avez vraiment tout Ubu, donc tout ce qui a été fait autour du personnage d'Ubu. La partie vraiment intéressante et vraiment drôle et vraiment cool, c'est le diptyque, donc Ubu Roi, Ubu enchaîné. Et je vous recommande de lire ces deux pièces-là, si jamais vous ne connaissez pas Alfred Jarry. Je m'autorise des lectures hors thèse quand elles ont un rapport avec la thèse, donc Baudelaire, obligé de lire Baudelaire, et Alfred Jarry, qui évoluait dans le monde des décadents aussi. Du coup, je me suis permise. Et c'est tout pour les livres de ce mois-ci. Ensuite, on va passer au film. C'est toujours le même ordre, hein. J'invente pas l'eau chaude. Il y a 3 films dont je vais vous parler ce mois-ci. Je les ai tous vus sur Mubi, donc Mubi ma vie. Le premier, c'est Night Tide de Curtis Harrington. C'est un film de 1961. Alors, je l'ai regardé à la base parce que Mubi le classait dans horreur et que j'ai une passion pour les très vieux films d'horreur. Enfin, très vieux, 1960 ça va encore. Mais j'adore les vieux films d'horreur. Je suis pas très horreur contemporain parce que quand c'est trop bien fait, c'est un peu trop pour moi. Mais j'adore les films d'horreur avant, parce qu'ils avaient, en fait, ils se reposaient pas sur les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux à l'époque c'était vraiment nul, et du coup ils étaient obligés de se reposer sur autre chose, sur la musique, sur les plans, sur vraiment la composition du film, quoi. Bon bref, j'ai vu Night Tide, c'est pas du tout un film d'horreur, voilà. Du coup, quand je le regardais, j'avais en tête que ça allait être un film d'horreur, et du coup, sur le moment, j'étais un peu déçue parce que c'était pas du tout ce que j'attendais et ce qui m'avait été vendu. En fait, c'est pas du tout un film d'horreur, mais c'est un film qui est vraiment très beau, très onirique. C'est l'histoire d'un homme qui est dans l'armée de mer, l'armée navale. Je sais pas, il y a un terme sûrement, je suis pas très fan de l'armée personnellement. Du coup, il est marin de guerre, soldat, bon bref, un truc comme ça. Et il est en repos, en permission, dans cet endroit qui a un nom dont je me rappelle plus. Et il va rencontrer une femme, et cette femme, c'est une sirène. Donc dans un cirque, en fait, elle joue la sirène, mais en fait, c'est vraiment une sirène. C'est trop bien. Je peux pas vous en dire plus, mais du coup, il y a tous ces gens qui expliquent à l'homme qu'il faut faire attention parce que elle est dangereuse et tout. Et c'est vraiment trop bien. C'est tout un film sur le fait d'être en conflit avec sa propre identité, d'essayer de se trouver une identité vraiment conflictuelle, en fait, quelque chose qui vous embrouille et qui vous met en conflit avec vous-même au quotidien. C'est vraiment hyper bien, c'est un film qui est très beau et je vous le recommande vraiment. Il y a un côté un peu hanté, mais c'est vraiment pas du tout de l'horreur. C'est plus quelque chose d'un peu psychologique et de comment tisser des relations. Est-ce qu'on peut tisser des relations quand on sait pas vraiment qui on est, et comment est-ce qu'on fait pour trouver vraiment qui on est. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé, pour le coup, un classique des films d'horreur. J'ai regardé Night of the Living Dead, donc La Nuit des Morts Vivants, un film de George A. Romero de 1968. On reste dans les mêmes années. C'est une histoire de zombies, c'est sûrement un des premiers films de zombies, je pense. Et alors, je déteste les films de zombies. Moi, c'est vraiment pas un truc qui me... c'est vraiment pas mon truc. Les trucs de zombies, de morts vivants, de revenants. Pas du tout ma passion. Mais c'est un film
d'horreur du coup des années 60 qui a réussi à me retourner un peu l'estomac, et ça je trouve ça fou, parce qu'en fait vous avez des morts-vivants qui tuent des gens et les mangent, et en fait vous avez une scène de cannibalisme où vous voyez, évidemment ça se voit un peu que c'est faux, les zombies sont pas très bien faits, hein, mais ça n'empêche pas que ça vous fait vraiment un truc. Vous avez une scène de cannibalisme où vous voyez en fait les morts-vivants en train de dévorer des organes humains. Et moi, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'était très fort de faire ça en 68. Que la scène, malgré tout le manque de moyens et le fait que c'est en noir et blanc et tout ce que vous voulez, donc c'est pas du tout gore en fait, mais ça fonctionne tellement bien. Et je trouve ça fou que ça fonctionne aussi bien que ça, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé parce que en fait, ça crée vraiment une angoisse, et malgré le fait que vous ne croyez à zéro moment que c'est des vrais morts-vivants, parce que vraiment c'est très mal fait. Et il y a aussi une scène à la fin qui place tout le film dans un discours politique vraiment hyper important. Le personnage principal est un homme noir, ce qui est pour l'époque déjà quelque chose d'un peu fou. Le deuxième personnage principal, c'est une femme, donc on n'est pas dans les codes en fait du film d'horreur. Je pensais vraiment qu'ils allaient mourir dès le début, parce que d'habitude c'est typiquement les personnages qui meurent au début, et là non, c'est vraiment en fait les personnages principaux du film, et ça donne déjà un petit côté révolutionnaire au film quand vous le regardez, et avec la scène de fin ça ancre vraiment le film dans un discours politique beaucoup plus large en fait que la question des morts vivants. C'était vraiment super. Donc je vous le recommande, je pense que c'est un film qui est très important à voir, et c'est un film qui est très réussi dans ce qu'il essaie de faire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et mon film préféré de ce mois-ci, qui entre dans mon top film de toute ma vie entière. Voilà. J'ai l'impression de souvent dire ça, mais c'est juste que je choisis très bien les films que je regarde, je pense. J'ai vu Outer Space de Peter Cherkassky, un film de 1999, un court-métrage. J'avais déjà vu Dreamwork de ce réalisateur que j'avais pas aimé plus que ça, j'avais bien aimé mais sans plus. Cherkassky, c'est un réalisateur qui travaille avec le found footage, donc il utilise des images qui existent déjà, des images de films, des images, du found footage. Et dans Outer Space, il prend des images d'un film. En français, c'est L'Emprise, en anglais, c'est The Entity. C'est un vieux film d'horreur que j'ai pas vu et je pense que je regarderai pas. Mais du coup, il prend des images de ce film et il en fait un court-métrage complètement hypnotique et psychédélique. Enfin, pas vraiment, plutôt hypnotique et vraiment hallucinatoire en fait. Et en fait, c'est tout un film sur le traumatisme. C'est très lynchien, donc si vous aimez David Lynch, je pense que vous allez adorer Outer Space. Et c'est quelque chose sur la perception de la réalité, comment elle peut se distordre, pourquoi elle se distord. Le fait qu'il a utilisé des images d'une scène en particulier de The Entity, qui est une scène d'agression sexuelle, fait qu'en fait vous êtes dans vraiment un film qui raconte le traumatisme sans jamais montrer en fait. Vous voyez pas du tout la scène en soi, vous voyez pas le traumatisme et vous voyez pas ce qui a généré la perte de réalité ou de sentiment de réalité, mais c'est quelque chose qui se comprend, enfin qui se voit je trouve, même sans avoir le contexte. Et vous avez du coup tout cet effet que le traumatisme a sur la mémoire et sur la manière dont vous appréhendez la réalité. C'est vraiment hyper bien, donc ça dure je crois 10 minutes et c'est très hallucinatoire. Vous avez des trucs épileptiques là mais c'est vraiment génial. Je trouve vraiment que c'est génial, je trouve que c'est un chef-d'œuvre et c'est vraiment très important comme film, et voilà, je vous le recommande fortement. Et c'est tout pour les films, ça fait déjà 20 minutes que je parle. On va passer au reste, donc autre que livres et films. D'abord j'ai écouté un podcast, un épisode de Talk 20s avec Dakota Warren. Dakota Warren, c'est une youtubeuse entre autres qui écrit, donc c'est une écrivaine qui fait des vidéos, qui habite à Londres, qui est australienne à la base, et je l'adore parce qu'elle a vraiment, je trouve que c'est vraiment mon équivalent anglophone en termes d'esthétique et de goût littéraire, donc on a vraiment en fait un peu les mêmes goûts et la même esthétique, du coup je l'aime beaucoup.
Et c'est un podcast dans lequel elle parle de l'écriture, des réseaux sociaux, d'un peu plein de choses, de sa vingtaine, de comment elle a été publiée, comment elle a travaillé pour devenir écrivaine, comment elle a réussi à se créer un peu ce coin d'internet qui lui permet d'être écrivaine à temps plein. Elle parle de son enfance, son éducation, tout ça, voilà. J'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était un très bon podcast. Et encore une fois, j'adore écouter les écrivains parler d'écriture, donc je fais un peu que ça. Si vous comprenez l'anglais, je vous le recommande. Il est sur YouTube et il est sur toutes les plateformes de podcast, donc vous pouvez le voir un peu où vous voulez. Ensuite, j'ai lu sur Substack. Donc Substack est une plateforme qui permet de faire des newsletters, et j'ai lu dessus une newsletter de Tommy Dixon, The End of Our Extremely Online Era. Et c'est une newsletter dans laquelle il explique que ça va bientôt être la fin, selon lui. Enfin, bientôt, il sait pas évidemment, mais que selon lui, on va arriver un jour à la fin de cette époque où tout le monde est toujours en ligne, est toujours connecté, est toujours sur un écran. Et il parle du fait que ça peut être... En fait, ça semble toujours sans fin quand on est en train de vivre une époque, parce qu'on n'arrive pas à imaginer une époque qui soit différente de la nôtre et qui ne soit pas dans le passé. C'est difficile de s'imaginer un monde où on n'est pas tous en fait sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux et tout, mais ça va forcément arriver, et c'est quelque chose... Enfin, c'est une newsletter qui m'a rien appris, mais qui a juste confirmé des choses que moi je pensais, donc c'était assez agréable de lire quelqu'un qui pensait pareil que moi, parce que j'en ai marre d'être toute seule à critiquer les réseaux sociaux. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un beau texte, je trouve, qui a des très beaux passages sur le retour à la vie réelle et ce que ça fait vraiment de vivre, en fait, et à quel point c'est important de réapprendre à vivre, et je pense vraiment que les gens doivent réapprendre à vivre, mais bon, bref. Et du coup, j'ai lu ça, et comme ça a un peu confirmé tout ce que je pensais depuis longtemps, ça fait très longtemps que j'ai plus de réseaux sociaux, il me restait juste Instagram que je gardais, et en fait je le gardais vraiment comme vitrine un peu de ma chaîne YouTube, parce que YouTube c'est pas vraiment un réseau social, c'est un truc où je poste mon truc et puis basta. Et du coup je me suis rendu compte que si j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, je voyais pas trop l'intérêt de continuer à garder le dernier réseau social qui était Instagram. Du coup, je suis partie d'Instagram, et à la place, j'ai créé ma propre newsletter sur Substack, parce que je voulais en fait avoir un endroit où je pouvais encore partager mes photos comme sur Instagram, mais y mettre du texte et en fait donner de la consistance à tout ça, pas que ce soit juste une espèce de vitrine un peu, et créer vraiment quelque chose qui ait du sens à partir de ces photos, parce que j'aime beaucoup prendre des photos, et j'aime beaucoup écrire. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un petit exercice d'écriture qui ne soit pas mon recueil de nouvelles pour écrire des trucs un peu plus tranquilles. Bon bref, j'ai créé ma newsletter sur Substack. Du coup, il y a deux manières de lire les articles que les gens publient sur Substack. Soit vous créez un compte sur l'application et vous lisez sur l'application, et si vous n'avez pas envie de créer un compte sur l'application, vous pouvez juste en fait vous abonner à une newsletter. Donc en fait vous mettez votre mail et vous allez recevoir mes articles dans votre boîte mail, donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'application, vous n'avez pas besoin de vous faire un compte, et vous recevez 1 ou 2 fois par mois un petit article que j'écris dans votre boîte mail. Et quand vous en avez marre, vous pouvez vous désinscrire ou faire ce que vous voulez. C'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. C'est vraiment que pour les gens que ça intéresse. C'est pas du tout... Voilà, c'est quelque chose que je fais un peu pour moi et pour les gens qui veulent lire un peu ce que j'écris, mais voilà, je vous force pas la main. Vous n'êtes pas du tout obligés. Je continue à faire mes vidéos sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas. Mais voilà, c'était pour dire que j'ai quitté Instagram, donc si vous m'avez envoyé des messages depuis fin septembre et que je vous ai pas répondu, c'est pour ça. Et du coup, je suis sur Substack où j'écris des trucs un petit peu plus poussés, un petit peu plus développés, et ça me fait plaisir d'avoir un petit entre-deux entre YouTube et entre mon recueil de nouvelles, donc quelque chose qui est à moitié entre l'écriture et la création de contenu entre guillemets. Du coup ce que je fais, j'ai pas expliqué, merde. Du coup pour l'instant, mon projet de newsletter en gros c'est d'écrire un article 1 fois par mois où en fait je fais mon bilan du mois mais en photo, donc à partir des photos que j'ai prises, et donc je rentre un peu plus dans mon quotidien, dans ce que je fais dans ma vie en fait.
YouTube, je le garde vraiment pour des vidéos un peu plus poussées, enfin tout ce qui est recommandations culturelles et tout, c'est pas du tout ma vie personnelle. Dans la newsletter, c'est un petit peu plus de ma vie personnelle sans non plus raconter trop ma vie, mais du coup voilà. Parler de mon quotidien, de mes projets, des lectures que je fais pour ma thèse, tout ça. Et le dernier élément dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le dernier EP de Adèle Castillon. J'ai découvert cet EP qui s'appelle Crève-Cœur parce qu'il y a un feat dedans avec Winter Zuko, que Winter Zuko c'est mon chouchou. Voilà, c'est mon chouchou du rap français. Il est dans mon top 3 de mes rappeurs préférés. Et du coup, elle a fait un feat avec lui, donc j'ai écouté le feat que j'ai adoré, qui s'appelle Frisson. J'adore. Et j'ai écouté tout l'EP et c'est trop bien, c'est vraiment ma DA. C'est très dansant, il y a des petites vibes un peu techno, c'est pas de la techno, hein, mais il y a des petites inspirations techno et j'adore vraiment la direction que le rap français, la chanson française est en train de prendre à devenir un peu plus techno parce que moi c'est vraiment ce que j'adore. Mon genre musical favori c'est le rap avec des éléments techno ou avec des éléments un peu digicore, donc EDM. J'adore ça. Du coup j'ai beaucoup aimé cette EP, je vous le recommande, peut-être que vous aimerez pas, mais moi j'aime beaucoup et voilà. Donc j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, de films à voir, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Substack si jamais ça vous intéresse. Vraiment, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte juste pour lire ce que j'ai écrit, c'est pas du tout obligé. Je veux pas vous encourager à vous créer un énième compte sur une énième application. Mais voilà, si vous voulez voir ce que j'écris, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, le lien sera en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des petites inspirations culturelles. Dites-moi ce que vous avez aimé lire, regarder, écouter en septembre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.